Allô, salut. Alors, Aurélien, je vois que tu es connecté, donc je vais t'inviter à participer. Et puis comme ça, on pourra discuter un peu avant. Je vais juste me décaler, régler ça. Aurélien, je viens de t'envoyer l'invitation. Tu me dis quand c'est reçu. Hello, est-ce que tu m'entends demain? Ouais, salut. Ouais, super. Bonsoir à tous. J'ai une question à te poser. Tu me vois bien, tu m'entends bien? Parce que Livestorm me dit que c'est faible. Ok, super. Bon, merci de participer aujourd'hui à ce webinaire. Je crois que c'est notre premier dédié au Growth, donc on est trop content de te recevoir. Très bien. Et, on va attendre encore il y a encore 4 minutes avant le début de l'événement. Donc, j'ai pu voir aussi ce que tu nous as envoyé, donc j'ai le contexte. Super. Ouais. Tu voudras que je partage mon écran? Ouais, effectivement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que bon bah je vais démarrer l'événement. Je vais faire déjà souhaiter la nouvelle année et à toi aussi bonne année, meilleurs vœux. Et parler un peu du format, du fait que effectivement l'idée c'est que toi tu vas partager ton écran, tu vas nous raconter un peu ton histoire. Cela dit, moi je vais parfois rebondir sur ce que tu dis. Donc te poser des questions ou justement poser des questions du public parce que en live en fait on les invite à poser directement leurs questions, Très bien. pas tout regrouper à la fin et que ce soit trop déconnecté et puis voilà quoi. Ok, Donc aussi simple que ça. trop bien, parfait. Ok, Joanne, Valérie aussi. Bonjour tout le monde, bonjour Anne-Valérie. Hello. Bon, tu la connais, là il n'y a pas de surprise. Ouais. Salut Oscar et meilleurs vœux aussi. Merci. On va se donner 2 minutes et puis on va commencer. Bon, je pense qu'on va y aller. Il y a assez de monde qui attend et qui nous regarde en silence. Donc bonjour à tous et merci d'être là pour la rentrée du Bourbier. Donc meilleurs vœux à ceux qui viennent d'arriver pour voilà, cette nouvelle année. Nous on a un beau programme hein, au sein du Bourbier pour cette année. On va, je pense, ouvrir un peu les champs. On a beaucoup parlé de produits en 2021, 2022. On va essayer de parler peut-être d'autres spécificités de l'environnement produit, le no-code, le growth, peut-être des événements un peu plus orientés tech, pourquoi pas. Donc voilà, pas mal de choses en préparation. Et sinon, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude du format, ce qu'on fait, c'est que donc Aurélien va nous parler de l'un de ses échecs et la manière dont il a réussi à les surmonter. Donc
N'hésitez pas à poser vos questions directement dans la partie questions du Livestorm. C'est plus pratique pour voter et les trier. Et puis voilà. Donc le Bourbier, pour les personnes qui ne connaissent pas, un format où on essaye de parler de produits et d'inviter des personnalités de l'écosystème qui ont beaucoup à partager, mais à travers un échec en particulier. Et on espère que ça va servir à tout le monde parce que en général, on s'y reconnaît et on essaye d'en tirer des beaux apprentissages, quoi. Donc Aurélien, je te laisse la parole et merci encore d'être avec nous. Je te laisse partager ton écran s'il y a besoin et puis vas-y. Trop bien. Déjà, merci beaucoup de m'inviter. C'est très cool et je suis très content de pouvoir partager ce double échec avec vous et j'espère que ça sera intéressant pour vous. Et n'hésitez pas à poser des questions du coup et ou demander des détails. Donc, l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous partager ces 2 fails que j'ai eu sur des campagnes d'acquisition offline. Et donc ensuite, comment je m'en suis sorti et comment ça a permis d'en faire quelque chose qui a fonctionné. Donc, tout petit peu de background sur Too Good To Go. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent, mais pour ceux qui connaissent pas, Too Good To Go, c'est un mouvement de lutte contre le gaspillage alimentaire qui a plusieurs outils, mais le principal outil que l'on a, c'est une application qui met en relation les commerçants qui ont des invendus alimentaires avec des citoyens, n'importe qui. Et donc, vous allez commander un assortiment d'invendus chez un commerçant autour de vous et vous allez récupérer cet assortiment en boutique à la fin de la journée et vous allez payer un tiers du prix. Donc, en gros, Too Good To Go est arrivé en France en 2016. Moi, je suis arrivé mi-2017, donc au moment où on avait le premier logo. Donc voilà, on s'est un peu professionnalisé et on est passé à un logo un peu plus. Bon, il était pas mauvais non plus, celui de 2016-2017, faut pas. Non, mais il était bien, mais on s'est un peu professionnalisé ensuite. Pour vous donner quelques petits chiffres, donc on est présent dans 17 pays. On s'est construit historiquement sur l'Europe. Et on a lancé il y a 1 an les États-Unis, il y a 6 mois le Canada. Et donc ça fait 17 pays. Quelques chiffres 110 millions de repas sauvés depuis le début dans tous ces pays, 50 millions d'utilisateurs et à peu près 1350 employés. Potentiellement plus, on recrute beaucoup et dans tous les pays. Donc ce chiffre, je pense, change tous les jours. Et pour vous donner des petits chiffres sur la France, qui paraît toute petite sur cette carte, c'est 33 millions de repas sauvés, 10 millions d'utilisateurs et 130 employés. Donc voilà, la France est le plus gros pays, représente un tiers des repas sauvés historiquement. Bon, cette part va être amenée à diminuer, mais en gros, en France, ça fonctionne super bien. Donc voilà. Et j'espère que j'empiète pas sur la suite de la présentation, mais avec tous ces pays à gérer, est-ce que déjà tu as des choses à nous dire sur les spécificités, tu vois, entre les différents pays? Je sais qu'en plus en France, rien que dans la loi maintenant sur le gaspillage alimentaire, il se passe des choses. Peut-être que dans d'autres pays c'est différent. Ouais, bah du coup, en plus maintenant je bosse plus pour la France, je bosse pour une équipe globale en fait qui bosse pour tous les pays en fait. Okay. Et donc ouais, en effet, il y a des vraies différences, notamment au niveau législatif. Donc il y a la loi Garot en 2016 qui a mis un certain nombre de règles pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc c'est la première loi dans le monde, la loi la plus contraignante. Donc la France est assez en avance entre guillemets dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, même si le gaspillage est énorme. On parle de 40% de la production alimentaire dans le monde qui est jetée. Et en France, c'est à peu près pareil. Donc, en gros, la tâche, elle est énorme. Sur les différences, oui, il y a des vraies différences. Par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup plus cette question de la food insecurity, donc toutes les personnes qui ne savent pas quand va être leur prochain repas. C'est un tiers, c'est 10% de leur population. C'est un problème qu'on a un peu moins
Ah ouais. En Europe, même s'il existe évidemment. Et après aussi, on a, je ne sais pas si c'est le marché ou nous, etc. Mais il y a des gros pays dans lesquels ça fonctionne bien, des gros pays dans lesquels ça fonctionne un peu plus difficilement. Par exemple, en Allemagne, on est un peu dans le dur. Et par exemple, les Pays-Bas, ça cartonne. Ok. Euh, donc, je peux pas te dire exactement pourquoi tel pays fonctionne mieux que d'autres et si c'est des différences culturelles, etc. Mais en tout cas, oui, il y a des différences. Euh, mais si on avait toutes les réponses, évidemment, on fera en sorte que tous les pays fonctionnent. Non, merci pour la réponse, mais c'est effectivement, tu vois, comme tu donnes le panorama des pays, je pense qu'en termes d'utilisateurs et in fine en termes de stratégie growth, c'est peut-être pas la même chose, donc autant poser directement. Enfin, là, j'imaginais le Texan dans son 4x4 qui va chercher son Too Good To Go. Je sais pas si c'est, tu vois, une réalité ou si. C'est un super exemple. Donc, on est présent dans une dizaine de villes aux États-Unis, notamment à Austin. Et en fait, Austin, globalement, tu peux absolument rien faire à pied. Voilà, c'est ça. La ville, elle est hyper étendue, tout le monde est dans son 4x4. Et donc, ça nous fait poser pas mal de questions sur comment on fait. Et donc, on a une approche. Donc, en France, par exemple, on vise l'ensemble du territoire. Aux États-Unis, on a une approche ville par ville, qui est aussi comme ça qu'on développe un pays. Mais on a même une approche vraiment centre-ville au début, parce que, enfin, on n'est pas encore présent à Los Angeles, mais Los Angeles, il me semble que d'un bout à l'autre, c'est 100 km. Et donc pour quadriller la ville et pour éviter que les gens fassent, enfin pour éviter que les gens prennent leur voiture ou s'ils la prennent vraiment que ce soit très très rapide. Mais ce qu'on veut c'est que les gens la prennent pas et que ça soit. C'est pour ça Mm. qu'on est géolocalisé. Donc pour trouver les commerçants qui sont autour, on essaie de se concentrer sur des zones où il y a plein d'habitations parce que ça a aucun intérêt de faire 30 km de voiture de 4x4 au Texas pour sauver un panier. L'impact environnemental, qui est l'impact qu'on cherche en premier, il serait pourri. Mm. Ok. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions déjà un peu sur Too Good To Go ou j'avance? Pour le moment, on n'en a pas eu. Je pense que c'était clair. Voilà. Je te laisse N'hésitez continuer. pas si vous en avez après. Donc on va parler du fail. Donc pour vous donner un peu de contexte, on est en septembre 2019. Donc ouais, juste moi j'ai bossé je suis arrivé en juillet 2017. Je suis arrivé en stage de découverte pour un mois au début de mon master. Au final, j'ai un petit peu prolongé. J'ai fait 2 ans en Customer Success, en Key Account Management et Partner Management. Et après, j'ai créé le premier rôle de grosse B2B. Et donc là, en septembre 2019, on est un peu après le moment où j'ai créé ce rôle. Euh, donc, qui va créer les fondations pour cet échec. Donc, sur mon rôle, mon objectif, c'est surtout de viser des commerçants indépendants. On a toute une équipe grand compte. Donc, je vise des commerçants indépendants et notre segment principal, c'est les boulangeries. Ça fonctionne hyper bien. Il y en a 35 000 en France. Il y en a absolument partout. Et on sait qu'elles ont des invendus et que notre solution fonctionne très, très bien pour elles. On a déjà deux canaux d'acquisition qui fonctionnent très bien, Facebook Ads et le télémarketing. Donc, on est un peu à la recherche d'une troisième channel qui serait vraiment complémentaire et qui irait toucher des gens qu'on n'arrive pas à toucher avec ces deux canaux. On a déjà testé l'email. L'emailing, globalement, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça n'a pas fonctionné pour nous. Et on l'a essayé plusieurs fois parce que les emails sont soit extrêmement accessibles et donc toutes les boîtes qui bossent qui visent les boulangeries trouvent en 3 secondes les emails, donc ils reçoivent au moins une centaine d'emails par jour de prospection. Donc c'est assez difficile d'exister là-dedans et en plus les 3 quarts ils les lisent pas parce ils ont tellement l'habitude de se faire spammer qu'ils lisent même plus. Et aussi, on sait que on n'est pas sur une cible extrêmement digitalisée, donc Ouais. évidemment tous les articles qu'on lit en gros sur la partie acquisition, sur on va scraper LinkedIn, faire une séquence, je vais t'ajouter, je vais aller liker ton dernier tweet et je vais t'envoyer un mail et machin. Bon, bah, donc ça c'est évidemment pas possible. Et on sait aussi qu'il y a plein de gens qui sont justement pas très digitalisés, et donc pourquoi pas faire une approche offline.
J'ai peut-être juste une question avant que tu avances. Encore une fois, désolé si ça mord sur ce que tu vas nous présenter, mais Vas-y, c'est vas-y. intéressant. Là, on parlait des boulangeries. Toi, comment tu, je dirais d'un point de vue growth, tu vois, il y a des PM dans l'audience là, ils ont tous des produits en particulier. Comment tu cadres un peu la démarche que tu vas adopter par rapport à tous les business que tu peux toucher? Parce que pour moi, Too Good To Go, tu peux avoir de la restauration. Donc maintenant, la néo-restauration, ils sont peut-être un peu plus connectés. Il y a peut-être d'autres trucs à faire. Tu as les grands magasins, tu l'as dit, les Auchan, les Carrefour, peut-être que c'est différent. Comment tu cadres et tu structures? Ouais, donc en fait, il y a deux choses. Donc déjà, les grands comptes, donc les Auchan, etc., je les vise pas parce qu'il y a déjà des équipes et puis on est en contact avec leur siège, etc. Donc ça m'intéresse pas. Et pourquoi j'ai choisi les boulangeries? C'est parce que c'est le segment qu'on connaît le mieux. On sait qu'il y a encore beaucoup de marge et plein de gens qu'on n'a pas encore touchés. Et deuxièmement, vu que c'est un test et un truc qu'on n'a jamais fait, je sais que je veux minimiser les facteurs euh, qui pourraient expliquer que ça ne fonctionne pas. Et en fait, si je m'attaque à un segment si je commence par un segment que je connais pas très bien, je ne sais pas si ça sera parce que la campagne elle marche pas du tout, parce que machin offline, etc. Ou c'est parce que juste le segment il répond pas bien. Et donc en fait, je veux minimiser tous les facteurs euh, Hmm. qui sont pas sûrs. Et donc les boulangeries, je sais que si ça fonctionne pas, ça sera pas parce que c'est des boulangeries, c'est parce que ma campagne elle est nulle. Ok, d'accord. Ça fonctionne pas. Ok, minimiser le multifactoriel et juste te concentrer sur un truc et puis on verra si on duplique sur Exactement. autre chose. Et on le verra après, mais c'est un truc qu'on a fait ensuite. Ok, je Donc te voilà, laisse alors. trop bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en offline en septembre 2019? Ma première idée, c'est d'envoyer des cartes postales avec My Sending Box. Donc, c'est la rentrée. Je sais pas, je repense aux cartes postales, etc. Pour essayer de faire un peu durer l'été. Vu qu'on envoie des cartes postales qu'on imprime, etc., enfin, qui sont imprimées, on veut qu'elles ne soient pas jetées. Donc, on essaie de mettre quelque chose d'utile et lié à notre marque, donc anti-gaspi sur la partie recto. Bon, je sais pas si le pain perdu à la myrtille, c'était la meilleure idée. Mais bref, en tout cas, on a fait ça. Et de l'autre côté un petit côté carte postale avec la présentation de ce qu'on faisait et les inciter à nous rejoindre en ayant mis un numéro de téléphone unique, en tout cas dédié à la campagne, qui nous permettrait de traquer s'il y avait des conversions. Et il y avait juste une variable qui, en fonction de la ville, donnait le nombre d'utilisateurs qu'on avait dans la région. Bon, on peut évidemment critiquer le copywriting, et moi le premier, mais bref, on était en 2019 et c'est comme ça qu'on l'a envoyé en tout cas. Et donc, on va passer à la partie résultats. Donc, on a envoyé 2290 cartes postales et on a réussi à signer 2 commerçants pour un très joli taux de conversion de 0,09%. Et même si la carte postale elle coûte, je sais plus, 1 ou 2 euros par carte postale, bah, en fait, avec ce taux de conversion absolument horrible, bah, notre coût d'acquisition, il est 2 fois au-dessus de ce qu'on vise. Ouais, ok. Donc là c'est un peu compliqué. Là, on va faire une première erreur, qui est en fait, on va se dire c'était tellement nul qu'on n'a même pas essayé de comprendre pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Hmm. Donc ça ça va nous servir pour la prochaine campagne. Donc en gros, ouais, il y a pas, on retient pas grand-chose de cette expérience à part que ça n'a pas du tout marché et il faut penser à autre chose. J'ai une question, elle est peut-être un peu spécifique slash psychologique, mais Ouais. quand tu dis c'était tellement nul qu'on s'est pas penché sur la question, Mm. est-ce que toi, dans ta démarche growth, tu avais déjà un process normalement où tu récoltes, tu vois, le feedback de la campagne et puis voilà. Et auquel cas, pourquoi tu l'as pas fait? Je suis pas clair. Ce que j'ai envie de dire, c'est que est-ce qu'il y a un seuil, tu vois, il y a un niveau d'échec de la campagne au bout d'un moment où tu te dis là, ça vaut même pas le coup de faire l'analyse, ou est-ce que tu l'as pas fait parce que c'était par omission ou par, tu vois, t'as réagi à cœur et tu t'es dit En fait, je l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que, donc moi, en tout cas, j'ai pas du tout une formation marketing, business, etc.
Et c'était le tout début de mes moments en grosse. Et donc, enfin, je faisais enfin, j'apprenais en faisant. Et j'avais pas mal de choses que je maîtrisais pas. J'essayais juste de me former avec des podcasts, des vidéos, des articles, etc. Euh, mais en plus, je pense que je disais les mauvais trucs, etc. Et donc, j'avais pas de process d'analyse de campagne et de comment structurer une bonne analyse. Et en fait, je pense que, et on va le voir sur le prochain fail, mais en fait, il y a toujours des choses à retenir, même à 2 sur 2290. Et justement parce que après enfin, sur le deuxième test, je vais mettre un peu ce process d'essayer de comprendre. C'est ça qui va me permettre de m'en sortir. Ok. Donc il faut toujours en fait récolter la donnée, quel que soit le résultat, enfin et faire l'analyse quoi. Exactement. Et en plus, enfin, c'est même pas que récolter la donnée, parce que là, en plus, on est sur du offline, donc c'est pas comme avec, je sais pas, une campagne Facebook Ads, tout est traqué à chaque étape, on sait exactement ce qui se passe, etc. Là, globalement, on n'a aucun retour, et en fait, très potentiellement, on a un taux de délivrabilité des cartes postales qui est pas très bon. Ça se trouve, les gens n'ont juste pas vu. En fait, il y a énormément de facteurs qui pourraient expliquer que ça n'avait pas fonctionné, mais je suis allé creuser aucun de ces facteurs. Je regarde juste le résultat brut. En plus, le tracking, c'est juste le numéro de téléphone unique. Et moi qui essaie de matcher les deux, la base d'envoi et la base de nos leads, qui est de nos leads entrants. Et j'essaie de comparer les adresses postales, les numéros de téléphone, etc. Mais vu qu'il y a 50 formats d'adresses postales, ils ont plein de numéros de téléphone, etc. Et vraiment, le matching, il est pas bon du tout parce que la data, elle est pas propre et j'ai pas d'éléments qui pourraient, ce qu'on appelle les clés primaires, qui permettent de relier les deux bases pour être sûr à 100% de mon tracking. Ça, je vais le découvrir un peu plus tard. Ok, moi je te laisse, je te laisse avancer. Donc, un tout petit peu plus tard, j'ai une nouvelle idée. C'est d'envoyer, de bosser avec un prestat qui fait de la pub sur des sacs à baguettes. Donc je me dis, on envoie des sacs à baguettes aux boulangeries, c'est toujours ça. Enfin, nous on les paye et donc c'est pour eux, bah, c'est tout bénef et ils seront contents qu'on leur offre des sacs à baguettes. Le sac à baguettes est orienté B2C, donc ça peut nous aider à faire de l'acquisition utilisateur dans ces boulangeries. Et moi, j'essaie de contourner un peu ce truc B2C en en demandant au prestat d'ajouter un flyer enfin, destiné aux commerçants qui présente Too Good To Go et qui présente Too Good To Go d'un point de vue B2B avec un QR code, il me semble, et en tout cas de nouveau ce numéro de téléphone unique. Okay. Donc voilà, et on l'envoie je ne sais plus, mais on va le savoir tout de suite. On l'envoie à 3000 boulangeries. Ce coup-ci, on en signe 4. Le taux de conversion est un peu meilleur, mais toujours quand même bien pourri. Et là, vu que c'était un peu plus cher des envois, on passe à 2 fois et demi CAC cible. Donc là, c'est un peu compliqué. Là, ça fait 2 fois que je pitch mes idées, qu'on m'accorde du budget pour le faire et que j'y crois en plus. Je pense que dans ma tête, j'ai hacké ce système d'acquisition B2C pour en faire une acquisition B2B. J'utilise la base du Presta. Donc, ça me permet enfin, je suis pas obligé d'aller chercher moi-même des bases. Et lui, il a cette relation avec eux. Donc, je me dis, j'ai trouvé un truc incroyable. Donc, évidemment, je suis plutôt. Et donc là, bon, je me dis, ça fait 2 fois que je me rate. Il faut être meilleur. Et donc là, je mets un peu en place ce process d'analyse de l'échec. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire déjà, bon, le targeting, j'ai juste utilisé la base du mec, mais je ne sais pas exactement quels sont les types de boulangeries qu'on a visées. Est-ce qu'elles étaient indépendantes? Est-ce qu'elles en ont 2 ou 3? Est-ce est-ce qu'il y aurait une différence entre les villes et les campagnes? Est-ce elles sont là depuis 15 ans? Est-ce qu'elles sont est-ce qu'elles ont d'autres outils? Ou est-ce qu'elles viennent d'ouvrir, etc. Ce coup-là, j'appelle des boulangeries à qui on a envoyé les sacs à baguettes. Et en fait, je leur dis, bah, on a fait la campagne avec les sacs à baguettes. Est-ce que vous vous en souvenez? Déjà, il y en a qui me disent non. En fait, et ce que j'apprends, c'est qu'ils en reçoivent toutes les semaines en fait, des sacs à baguettes pour leur campagne.
Alors que moi, je pensais que c'était un peu, enfin, qu'ils avaient ça, je sais pas, genre une fois tous les 3 mois. Mm. Ils y accorderaient un peu plus d'importance. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'en fait, personne n'a vu mon flyer. Parce que c'est des employés qui, en fait, c'est devenu presque automatisé pour eux ils chopent le carton, les sacs à baguettes, ils les sortent et le carton, ils le mettent de côté. Et peut-être que le flyer, il était en bas parce que c'est le prestat qui s'occupait de faire les cartons. Ou alors, ils ont vu le flyer, mais ils l'ont pas donné au manager ou au gérant, en tout cas, de la boulangerie. Donc, en fait, personne n'a vu mon flyer. Tu l'as appris comment ça? C'est important parce que tu vois, comme en produit, il faut connaître tes personas, toute l'expérience client de bout en bout pour comprendre. Et comment tu as fait ça, toi? Ben, en fait, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé les boulangeries à qui j'ai envoyé les Oh. sacs à baguettes. Je voulais savoir, en fait, moi, ce que je voulais, c'était déjà savoir s'ils avaient aimé la campagne, s'ils avaient aimé la créa et qu'est-ce qu'ils avaient pensé de Too Good To Go et tout. Et en fait, juste, ça les avait pas du tout marqués. Et après, quand je leur ai expliqué Too Good To Go, ils étaient là, ah ouais, c'est cool, ça pourrait nous intéresser. Mais en fait, si ma campagne, c'est d'envoyer des trucs et après de les appeler un par un, la scalabilité du truc est quand même un peu limitée. Ouais. Sur la partie tracking, bah, en fait, on a le même tracking, même principe de tracking que pour la campagne de carte postale. C'est le numéro de téléphone unique, un QR code traqué, euh, et en gros, c'est tout. Et après, essayer de matcher les adresses email et les numéros de téléphone. Mais en fait, personne n'appelle ce numéro, personne ne... Enfin, si, il y a genre une personne qui appelle le numéro, une personne qui scanne le QR code. Mais en fait, du coup, potentiellement, je passe à côté de plusieurs conversions. Je pense que globalement, je ne suis pas passé à côté de 300 conversions, mais en fait, juste ma méthode pour traquer les conversions, elle n'est pas du tout efficace. Et même si je demandais à notre équipe sales qui s'occupe des inbound de demander à chaque fois comment ils sont arrivés, en fait, ça leur demanderait de mettre manuellement dans le CRM que cette personne est venue grâce à la campagne des sacs à baguettes. Et en fait, tout ce qui est manuel est moins fiable. Hmm. Et le dernier truc que je me dis, c'est bon, à chaque fois, j'envoie des trucs pas chers du tout par unité, mais le taux de conversion est pourri, donc le ROI est pourri. Euh, donc là, j'appelle une quinzaine de commerçants à qui j'ai envoyé des sacs à baguettes et j'appelle aussi juste des boulangeries qui sont partenaires qui sont partenaires et des boulangeries qui ne sont pas partenaires, mais pour essayer de mieux comprendre ma cible parce que je sens qu'il me manque quelque chose. Et moi, je pensais qu'en étant en customer success et enfin, j'appelais des commerçants tout le temps, mais en fait, je leur posais pas du tout les mêmes questions et pas du tout j'avais pas du tout les réponses qui m'intéressaient dans mes campagnes marketing. Et donc là, j'ai fait justement toute cette partie call. Et en fait, à chaque fois, je leur demande bah, quand est-ce que vous nous avez rejoint et qu'est-ce qui a fait que vous nous avez rejoint à ce moment-là et pas un autre. Et en fait, il y en a plein qui me disent euh, bah, en fait, on vous connaissait et en fait, quand on a ouvert notre boulangerie, on ne savait pas trop comment viser la production, donc on se retrouvait avec des invendus et bah, on a pensé à vous, on s'est inscrit. Et donc, je me dis, ah, et en fait, il y a plusieurs personnes qui me disent ça, genre, bah, en fait, quand on a ouvert la boulangerie, on avait des problèmes de production et donc on s'est inscrit. Et donc, je me dis, bah, je vais choper la base sirène, je vais voir toutes les boulangeries qui ont ouvert et je vais voir si est-ce qu'on les a. Et je vais comparer la date de création de l'établissement avec la date à laquelle ils nous ont rejoints. Et je me rends compte que sur les boulangeries qui ont ouvert 3 mois avant, on a déjà 5 à 10%. Hmm. Donc je me dis, ah, il y a quelque chose. Et en plus, je vois qu'il y a un delta entre 15 jours et un mois et demi entre la date de création de l'établissement, qui n'est pas vraiment la date d'ouverture de la boulangerie, et le moment où ils sauvent leur premier panier avec Too Good To Go. Donc je me dis, la date de création de l'établissement, c'est un peu comme la date d'ouverture, à quelques jours près, quelques semaines près, et il y a un vrai timing intéressant là-dessus. Donc je me dis, ok, je vais viser les boulangeries qui ouvrent. Il y en a entre 200 et 300 qui ouvrent par mois. J'ai l'accès dans la base sirène. J'ai accès à leur adresse, à l'adresse postale du siège, mais vu que c'est des indépendants, le siège souvent, bah, c'est la boulangerie. Hmm. J'ai le SIRET dont on a besoin pour que la personne devienne partenaire. Donc, j'ai un numéro d'identification unique à la fois dans la base à qui je vais shooter et ma base partenaire. Donc, je suis sûr de rater aucune conversion.
je vais leur envoyer un truc plus gros, à côté duquel ils ne pourront pas passer. Et donc, donc ça sera plus cher par unité, mais j'espère un meilleur taux de conversion et donc un meilleur ROI. Donc les opening bakeries, c'est sur, tu vas sur société.com, tu tries les nouvelles ouvertures et c'est un truc comme ça? Exactement, en fait, je vais sur Open Data Soft Ah d'accord, ok. et en gros, il y a accès à la base sirène. Je mets le code NAF des boulangeries et après, je filtre celles qui ont ouvert le mois dernier. Je m'assure que c'est bien des boulangeries parce que de temps en temps, c'est dans enfin, en fait, les établissements ont des codes NAF secondaires, etc. Donc, j'essaie de filtrer au maximum. Et voilà, après, ça me fait la liste des personnes, enfin, des boulangeries à viser. Ok, super intéressant. Ouais, c'est vraiment de la réflexion. Le growth, c'est du problem solving comme. Enfin, t'as enquêté quoi, et puis la deuxième itération et. Ouais, et vraiment, ce qui a été clé, c'est d'avoir passé des coups de fil. Et en plus, c'était pas la première fois que je passais des coups de fil pour des sujets. Et à chaque fois, je me disais, à chaque fois, j'en ressors quelque chose d'intéressant, mais j'ai toujours la flemme de le faire. Hmm. Bien caché derrière tes Facebook Ads, derrière ton ordi, derrière ton Google Analytics, tu as toujours un peu la flemme d'appeler. Et en fait, à chaque fois que j'ai pris mon téléphone ou que je suis allé sur le terrain pour essayer de mieux comprendre, je ressors avec plein d'apprentissage. Et donc, faut juste que je le fasse plus, quoi. Et là, c'est ça qui va me permettre de faire une campagne efficace. Ok. Donc là, on passe sur la campagne qui fonctionne. Donc, je décide, je ne sais plus exactement comment j'ai l'idée, mais j'ai l'idée de trouver un mec qui fait de la bière à partir de pain rassis. Donc, toujours aligné avec ce qu'on fait. Et en fait, je découvre un mec, même âge que moi, qui vient de monter deux boîtes, une boîte de brassage de bière à partir de pain rassis et une autre boîte de personnalisation d'étiquettes de bière. Et je le contacte, je lui dis, bah, est-ce qu'on peut faire bosser tes deux boîtes en même temps? Moi, ça m'intéresse, je vais envoyer 100 à 200 packs de 6 bières tous les mois. Il me dit, bah, grave, enfin, il me dit, faut que je vois est-ce que je peux produire tout ça. Mais donc, enfin, sa boîte, elle est toute petite, mais il est chaud. Et donc, en fait, en quelques semaines, il brasse les bouteilles, on fait la créa. Et je dis, j'aimerais bien aussi ajouter un flyer, mais un flyer un peu cartonné, un peu plus sympa. Et on oriente vachement la créa à la fois du flyer euh, et de la bière en mode, c'était il y a un an, donc pleine période de Covid, il y a plein de commerçants qui ferment. Et donc, vous venez d'ouvrir une boulangerie, c'est génial, les temps sont durs. Juste bravo d'avoir le courage d'ouvrir une boulangerie. Et à la fin, on dit juste, bah, on sait que c'est un peu compliqué au début de bien viser le niveau de production. Donc là, j'utilise vraiment les apprentissages que j'ai eu au téléphone. Bah, si ça vous intéresse, appelez-nous ou inscrivez-vous sur le site. Donc voilà. Mais en gros, on leur fait ce cadeau de 6 bouteilles euh, sans, entre guillemets, enfin, ils peuvent les boire sans s'inscrire. Et donc, il y a un peu ce biais de réciprocité où tu offres quelque chose, les gens, si tu offres quelque chose, les Hmm. personnes sont plus à même de te rendre quelque chose pour, entre guillemets, équilibrer le don. Donc, on essaie quand même de jouer avec ça. Et donc, on fait un premier shoot, on envoie 319 packs, et en quelques semaines, on a 39 boulangeries sur ces 319 qui s'inscrivent. Donc là, on a 12,22% de conversion. Donc, ce qui est bien, sachant qu'en plus, c'est le premier essai. Ouais, c'est super. Et là, on se retrouve avec un coût d'acquisition qui est un tiers de ce qu'on vise. Donc là, je me dis, bon, on a peut-être trouvé quelque chose d'intéressant. Et donc, en fait, les mois suivants, on va changer un peu on se rend compte, parce que là, on réappelle de nouveau toutes les boulangeries qu'on a envoyées. Pourquoi vous n'êtes pas inscrit? Est-ce que vous avez vu nos bières? Est-ce que vous étiez content? Est-ce que vous avez vu le flyer? On se rend compte qu'il y a encore des gens qui n'ont pas vu le flyer. Donc, en fait, on change la créa sur la bière en disant, il y a un flyer, regardez. Ouais. Euh, ce qui est génial, c'est que Martin, donc la personne qui a les deux boîtes, s'occupe de négocier, il s'occupe de tout, il s'occupe de brasser la bière, l'étiquetage, l'envoi, de négocier les tarifs préférentiels avec Chronopost ou Colissimo. C'est lui qui cherche des meilleures options pour améliorer le taux de délivrabilité de nos packs de bière, parce qu'on envoie quand même
des colis à des gens qui n'en attendent pas. Et on Ouais. n'a pas leur email. Et donc, bah, c'est mon email. Et moi, et de temps en temps, bah, les gens, ils mettent le colis dans un point relais. Mais sauf que la personne, bah, elle n'est pas au courant qu'il y a un colis dans un point relais. Donc, en fait, on met plus d'adresse email, on met un numéro de téléphone unique qui est juste un répondeur qui dit oui, essayez de, s'il vous plaît, ne le mettez pas en point relais, essayez de le relivrer dans 2 jours. Donc, en fait, on va faire plein d'itérations et on va aussi ouvrir à d'autres segments. Donc, maintenant qu'on sait que notre truc fonctionne parce que sur les boulangeries ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne Ok. sur d'autres? Et donc, ça, c'est des choses qui sont en cours. Donc, j'ai pas, ce que je peux vous dire, c'est que ça fonctionne, mais j'ai pas les chiffres exacts à vous partager. Mais donc, en fait, on a un truc qui a bien fonctionné. Comment on fait en sorte que ça fonctionne mieux encore sur les boulangeries? Parce qu'en plus, ce qui est trop bien, c'est que tous les mois, il y en a 200 ou 300 nouvelles. Et en plus, c'est des personnes qui n'ont pas encore été exposées à notre marketing, à nos sales sur le terrain, à nos sales par téléphone. Donc, entre guillemets, c'est des prospects froids, mais qui n'ont pas des biais de ce qu'on leur a déjà dit avant, quoi. Oui, justement, je rebondis. Alors moi, ça va être ma grande question. Tu vois d'ailleurs, l'événement, il s'appelle, enfin, on parle de campagne growth offline. Et je voulais avoir ton avis. Tu vois, tu as commencé par le réflexe online avec les ads et tout. Mm. Tu as quelque chose à nous dire par rapport au offline, notamment dans un contexte B2B comme ça. Moi, je sais que j'ai vu bah, voilà, des cabinets de conseil, des choses comme ça. Le fameux, j'offre des chocolats à mes clients tous les ans. Voilà. Est-ce que tu penses que bah voilà, qu'est-ce que tu en as à en dire? Bah, en fait, je pense que c'est intéressant et je pense que c'est complémentaire. Évidemment, on a commencé par le online parce que bah, déjà, entre guillemets, c'est plus simple parce qu'on peut tout traquer. Et par exemple, Facebook, c'est quand même une régie publicitaire extrêmement puissante, flippante en même temps, mais quand même très puissante. Euh, on sait que il y a plein de gens qui visent les boulangeries, qui l'utilisent avec succès. Et il y a plein de bonnes pratiques. Bon, il y a plein de bonnes pratiques en ligne, même si ça n'a pas toujours été des bonnes pratiques pour nous. Mais entre guillemets, c'est la facilité, le fait d'être en ligne. Mais au bout d'un moment, si on a si on a une cible qui n'est pas que digitale, c'est intéressant d'avoir du offline. Si on veut se démarquer, c'est intéressant d'avoir une approche marketing aussi différente. Euh, et ouais, je pense que c'est possible, mais j'essayais, quand je réfléchissais à un gros truc à offrir, j'ai trouvé qu'il y a des boîtes qui sont spécialisées dans ces espèces de packs cadeaux B2B. Et en fait, j'avais pas envie, enfin, c'est une espèce de boîte où, je sais pas, il y a une petite bouteille de champagne, un peu de foie gras, etc. Mais déjà, c'était pas du tout aligné avec notre marque. Et déjà, c'était aussi moins rigolo à faire pour moi. Euh, et j'ai l'impression qu'on se démarquait moins, qu'on faisait pas un truc qui avait jamais, enfin, je sais pas si ça a jamais été fait, mais rarement fait en tout cas, d'avoir ces bières personnalisées, brassées avec du pain rassis. Et on était beaucoup plus à l'aise en phase avec notre marque. Bah, offrir un pack de bière, ça explique le taux de conversion, je pense. Ouais. Et Et- ce qui est intéressant, c'est que aussi, ben, en fait, tout le monde ne boit pas d'alcool pour plein de raisons, notamment religieuses. Et donc, on est aussi en train d'évoluer là-dessus pour s'assurer d'être inclusif. Donc, on réfléchit à d'autres produits qui peuvent être faits à partir d'invendus, par exemple des confitures à partir de fruits moches, etc. euh, pour s'assurer que, en fait, ce qu'on veut, c'est avoir un produit qui est plus inclusif que la bière, mais qui a le même effet un peu festif, etc. Donc, on est en train c'est pareil, c'est des réflexions qu'on est en train d'essayer d'avoir et toujours essayer d'améliorer cette campagne, faire monter le taux de conversion, réduire encore le coût d'acquisition et s'assurer qu'on puisse toucher tous les segments parfaitement. C'est super. Donc voilà, ma dernière partie. Donc ça c'est quand je suis content. Euh, Dernière partie, du coup, les apprentissages. J'ai mis un apprentissage zéro, et c'était juste la persévérance. Ça m'est arrivé aussi sur la partie Facebook Ads. À un moment, je suis passé de 70% de leads qualifiés à 20% pendant 3 mois.
Donc il y a des moments où c'est dur, mais en fait, faut pas lâcher. Et, euh, et c'est pas parce que et très probablement ça fonctionnera pas la première fois, mais il faut quand même réessayer parce que au bout d'un moment, on emmagasine un certain nombre d'insights, d'expériences, de plein de petits trucs qu'on va réussir au bout d'un moment à mettre ensemble et faire quelque chose qui va fonctionner. Donc ça, enfin, ça c'est assez important, mais c'est un truc assez général. Le deuxième, c'est d'appeler vos prospects, de bien les connaître. On parlait de personnel, etc., mais vraiment aller sur le terrain, juste aller dans une boulangerie pendant 3 heures, en appeler 50, un peu partout en France, pas appeler que des boulangeries à Paris, en appeler dans d'autres villes, en appeler dans des villages, pour s'assurer que ben, on utilise bien leurs mots, qu'on connaît un peu la manière dont ils prennent leurs décisions, qu'on connaît un peu leur calendrier, etc. Est-ce qu'ils sont disponibles le matin, etc. Euh, et aussi pour analyser les campagnes. Et si j'avais pas su que juste personne ne voyait mes trucs, bah, j'aurais pas forcément eu l'idée de faire un truc beaucoup plus gros. Et le timing, c'est pareil. Jamais j'aurais eu l'idée de viser les boulangeries qui ouvrent. Ensuite, faire des tests avec un volume significatif. Voilà, j'apprends rien à personne, mais c'est quand même important. En fait, si on envoie 15 cartes postales et qu'on a des résultats ou qu'on n'a pas des résultats, ça peut être juste de la chance ou de la malchance. Donc, il faut envoyer quand même un certain volume pour se dire, OK, je pense que là, on a des bonnes raisons de se dire ça n'a pas marché, ou on a des bonnes raisons de se dire ça a marché. C'est facile, enfin, quand on fait des A/B tests sur le site, etc., c'est facile de déterminer ce nombre, ce volume minimum pour avoir un test significatif. En offline, je trouve que c'est un peu plus dur, mais au moins c'est mieux de faire un gros test que de faire 15 petits tests avec que 10 personnes, parce qu'au final, on ne sait pas si ça aura fonctionné ou pas. J'ai une question. Tu as juste une méthode rapidement ou un tips pour estimer ce nombre, ce volume-là? Tu parlais de l'A/B test, mais bon, c'est très stat, mais sinon, Ouais. dans le cas. Bah, sur la BTS, il y a il y a des formules mathématiques en ligne pour le trouver, je ne les connais pas par cœur, Ok. mais ça existe. Sur le offline, très sincèrement, je l'ai fait au doigt mouillé et aussi un peu en fonction du budget que j'avais. Mais je me suis dit, bon, si j'envoie 3000 sacs à baguettes, ou enfin à 3000 boulangeries des sacs à baguettes, 3000 cartes postales, euh, je vais voir si j'ai 400 retours ou si j'en ai deux. Je pourrais quand même me dire qu'il y a quelque chose, quoi. Ok. Euh, Ensuite, le timing. Donc, enfin, il y a un peu cette nouvelle mouvance en marketing, c'est l'event-based marketing. Euh, je sais que par exemple, PayFit, ils visent quand les entreprises dépassent les 10 salariés. Et en fait, pour beaucoup de boîtes, il y a un moment où le produit devient pertinent pour une certaine catégorie de prospects. Et nous, bah, par exemple, c'est les ouvertures. Et une fois qu'on l'a trouvé, en fait, tout le marketing devient extrêmement à propos. Et en plus, c'est beaucoup plus facile d'être proche de ce que le prospect vit. Le copywriting est bien meilleur parce que bah, on dit vous venez d'ouvrir, au début c'est comme ça, etc. Parce qu'on a l'expérience. Alors que si on vise n'importe quelle boulangerie entre un mois d'ouverture et des 20 ans, bah, ça sera difficile d'être aussi précis, de les faire se reconnaître dans notre message. Ensuite, être différent. Il y a plein de boîtes qui visent les boulangeries, mais même tous les commerces alimentaires. Donc, évidemment, tout le monde fait du Facebook Ads, etc. Mais c'est aussi intéressant, même en termes de marque, d'avoir du marketing différent. On voit que sur les sacs à baguettes, par exemple, on était inexistant parce que plein de boîtes sponsorisaient des sacs à baguettes. Donc, en fait, ils en ont tellement que ça se noie dans le volume et donc on n'existe pas. Sur les Facebook Ads, bah, c'est aussi, ça reste quand même dur. euh, Ça reste quand même dur en B2B de faire des Facebook Ads et de se différencier. Alors que là, en envoyant ces bières, euh, c'est un truc qu'ils n'ont jamais eu, très probablement. Ça les marque. Et même, on a eu plein de retours de gens bah, pour qui c'était pas forcément pertinent de rejoindre Too Good To Go. Mais ils nous ont appelés juste pour dire qu'ils avaient trop aimé ce qu'on avait fait, quoi. Ils étaient trop contents d'avoir reçu ce cadeau.
Et donc, bah, potentiellement, ils vont en parler à d'autres Ouais. collègues boulangers et qui pour eux, c'est pertinent. Mm. Ensuite, le tracking, une des multiples raisons des deux premiers échecs, c'est que j'avais pas d'éléments pour traquer de manière sûre mes conversions. Et là, en utilisant le SIRET, bah, en fait, il y a juste aucune conversion qui peut m'échapper. Et donc, bah, quand on doit négocier du budget parce que c'est de l'investissement, bah, c'est toujours important de savoir combien ça apporte. Et c'est aussi intéressant de savoir, OK, tel commerçant, il a reçu tel jour la bière, il a mis tant de temps à s'inscrire chez nous, et comme ça, on est sûr de l'impact de nos campagnes, et ça nous permet aussi de nous améliorer. Par exemple, quand nous, sur d'autres segments, ben, on va checker, est-ce qu'on a les mêmes taux de conversion sur les autres segments que sur les boulangeries? Et est-ce que le temps de conversion est différent? Et tout ça, c'est possible parce que on a un tracking qui est pas des cookies, etc., ou des UTM, mais qui fonctionne quand même. Et enfin, choisir le bon partenaire. Donc là, je lui fais une maxi pub, mais vraiment, Martin de Pain de Minuit, c'est lui qui allait chercher Colissimo à la place de Chronopost ou l'inverse, parce qu'on allait avoir une meilleure délivrabilité, parce que c'était un peu moins cher au colis, qu'ils avaient des meilleurs prestats, etc. C'est lui qui gère qui automatise les reportings de savoir si les paquets sont livrés, il me les envoie directement par des Google Sheets, et il va toujours chercher à améliorer le process. Bon, et en plus, il m'a invité dans la, bra- dans, à visiter la brasserie en Belgique avec qui il travaille. Donc ça, c'est toujours sympa. Mais je trouve que c'est vraiment important. C'était un peu plus compliqué sur la partie sac à baguette parce que bah, euh, on n'est pas du tout le type de partenaire avec qui ils ont l'habitude de bosser. Ils bossent avec des concessionnaires auto plutôt en local. Et donc, on n'a pas exactement les mêmes exigences. Et ça facilite beaucoup d'avoir un partenaire hyper efficace Mm. qui répond très vite, qui va chercher l'amélioration. Et donc, au final, cette campagne, quand c'est moi qui la gérée, elle me prenait 10 minutes par mois, quoi. Ok. Avoir le réflexe growth, quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation. J'espère que vous avez appris des trucs ou en tout cas que ça vous a intéressé. Et, C'est et n'hésitez pas à poser des questions. C'était passionnant, vraiment, merci beaucoup. En plus, on fait pas souvent de growth, pas souvent de online, donc vraiment merci. J'ai pas trop parlé sur la fin parce qu'il y a pas mal de questions, donc je préfère. Alors, tu vois, si tu prends ta dernière slide d'ailleurs, je vais commencer par choisir. Bon, non, je vais commencer par choisir le bon partenaire. Il y avait une question sur bosses-tu avec un PM? C'est-à-dire que tu vois, c'est vrai que tu as un produit à la fois, là on est très orienté sur de l'acquise, mais tu as un produit in fine. Est-ce que tes stratégies growth, elles impactent le produit? Auquel cas tu bosses avec le PM? C'est quoi la répartition, quoi? Ouais. Alors, très peu historiquement, un peu plus maintenant. Euh, mais ce qui est aussi une question de structure aussi de la boîte. Le produit fait partie de l'équipe tech, et toute l'équipe tech est au Danemark. Et historiquement, c'est plutôt une équipe qui fait ses trucs et surtout qui est là depuis bien plus longtemps que la partie grosse. Et donc, il y a aussi cette question de légitimité de l'équipe grosse pour aller bosser avec les PM Hmm. sur les différentes parties, mais qui nous impactent, qui nous impactent. Et ça commence à être le cas. On commence à avoir des projets en commun pour bosser avec eux et nous leur apporter des insights et que eux puissent enfin, construire et développer les meilleurs, enfin, le meilleur produit parce que nous, on en est dépendant, évidemment. Ouais, j'imagine. Ok. Après, j'ai plutôt des questions autour on va dire, tes process growth. Donc, je pense qu'il y a des gens intéressés par les campagnes. J'en ai une. Est-ce que tu as désormais mis en place un processus, donc Benoît, est-ce que tu as mis en place un processus pour prioriser tes idées de campagne growth? Ouais,
J'ai une matrice avec 4 critères. C'est le, je la connais plus par cœur parce que je l'utilise plus parce que j'ai changé d'équipe. Mais en gros, c'était facilité d'implémentation. Est-ce que le test est facile à faire? Potentiel de scalabilité, potentiel de volume et à quel point il y avait des dépendances. Euh, C'était pas la méthode Rice par hasard? Ça me Peut-être que c'est. Alors, C'est j'ai riche, pas fait exprès. impact, je sais plus quoi et ça va me revenir. Bah alors, je connaissais pas cette méthode, mais j'imagine que c'est très proche, quoi. Ah non, mais c'est peut-être une autre, hein, mais moi, ça me fait penser. Je l'ai faite vraiment un peu à l'instinct parce que justement, je cherchais un process de priorisation et la personne avec qui je bossais, qui s'appelait Georges, on avait créé cette matrice. Euh, Et donc enfin, c'est très probablement inspiré on l'a créé comme ça, mais c'était probablement inspiré de trucs qu'on avait dû lire, mais on on n'a pas dit, on va faire à la méthode Rice. D'accord, donc tu l'as fait en custom principalement et bon. Mais du coup, j'ai l'impression qu'elle est quand même très très proche de ce qui existe différemment. Enfin, Oui, c'est vrai. ok. Ok. Après, est-ce que tu définis un. Là, ça va être la suite des questions Process Growth. Est-ce que tu définis un CAC cible avant de commencer? C'est vrai que souvent tu nous dis, voilà, tu avais tel CAC, comment tu l'as estimé in fine, enfin, avant de te lancer dans la campagne. Ouais, donc nous, ouais, on a toujours un CAC cible euh, qui est calculé à partir de la lifetime value. Euh, donc, euh, Donc en fait, chaque pays a une lifetime value et chaque pays a un peu un objectif de ratio lifetime value sur CAC. Donc en gros, on considère qu'à partir de 3, donc c'est-à-dire que ton CAC fait un tiers de ta lifetime value, c'est une campagne qui est performante parce que ça permet de payer les salaires et ça permet aussi d'avoir de la marge pour investir, etc. Euh, la France étant un pays, est le pays le plus avancé sur la partie lead gen est le pays le plus avancé, même de manière générale. Donc, nous, on vise un ratio de 5 à 6. Euh, et donc ouais, on a toujours un CAC cible. C'est un CAC qui est sur la lead gen globale. Ouais. Par principe, enfin, surtout quand on fait des tests, en fait, on se dit, est-ce qu'on arrive à viser ce CAC global global hygiène du pays. Et après, on verra est-ce que s'il amène énormément de volume mais que c'est un peu plus cher, est-ce que ça peut être contrebalancé par des trucs pas chers du tout mais qui font peu de volume. Ce qu'on veut juste, c'est que on arrive à ce ratio de 5 ou 6. Ok. Donc, en tout cas, le ratio que tu fixes, toi, enfin, c'est vraiment au niveau de l'ambition aussi de la boîte, quoi. C'est pas un truc. Ouais. Oui, oui, on pourrait rester à 3 mais en fait, enfin, notre CAC cible, il serait hyper large et en fait, enfin, ça nous pousserait pas non plus à être euh, très bon dans notre travail si on sait que, enfin, si on repasse à 3 ça veut dire qu'on peut quasiment qu'on peut doubler notre CAC actuel. C'est pas très intéressant pour la boîte et la France sert aussi à la fois d'exemple et de modèle pour les autres pays, mais aussi de source d'investissement pour les autres pays. Donc, en fait, c'est important que la France utilise, enfin, puisse être rentable pour financer aussi l'investissement de nouveaux pays, parce qu'on a cette ambition mondiale. Ok. Est-ce que vous avez déjà formalisé des fiches persona, buyer custom, quantitative buyer persona, ce genre de choses, comme vous le faites? On l'avait fait un peu, mais il y a très longtemps et pas du tout dans les règles de l'art. Donc c'est assez peu utilisé. Je pense que on devrait le faire. Euh, donc voilà, ouais, on l'a fait, mais très peu, pas forcément bien, il y a trop longtemps, et on devrait le faire plus. Ouais, pardon, vas-y. Voilà. Non, j'allais dire peut-être que tu considères du coup que tes utilisateurs sont homogènes et donc tu t'en passes. Je sais. Non, on considère pas ça, mais en fait, je pense qu'on a un peu ce biais de se dire on connaît bien nos prospects sur la partie,
toute la partie grand compte, ils connaissent bien enfin, ils ont un peu ces personas, mais en fait, qui sont pas formalisés, mais qui sont un peu en tête. En fait, on sait qu'il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent absolument arrêter de jeter, ça les rend malades de jeter. On sait qu'il y en a qui viennent parce qu'ils veulent limiter leurs pertes financières. On sait qu'il y en a qui viennent parce que ça fait partie de leur objectif RSE, etc. Mais en fait, c'est pas formalisé, mais euh, on l'a un peu en sous-main, un peu en arrière-plan dans la tête. Mais je pense qu'on gagnerait à le formaliser. Je pose, là, c'est moi qui rajoute mon grain, mais du coup, si tu ne poses pas ce quantitative bear persona, ça veut dire que est-ce que tu priorises par segment? Tu vois, est-ce que tu te dis un jour, je vais faire une campagne pour ceux de la RSE avec un message spécifique à ça? Mais c'est vrai que si tu n'as pas le persona, comment tu arrives à sélectionner les prospects que tu vas taper? Enfin, taper. En fait, donc, il y a un peu des différences entre les segments, en fait, déjà sur les, les raisons pour lesquelles ils veulent rejoindre Too Good To Go. Donc déjà, en fait, en visant les différents segments, on va pas forcément avoir le même message. Donc, on a un peu ça, et j'ai oublié la suite de ta question. En gros, c'est comment tu fais pour faire des campagnes encore plus ciblées que se dire, Ouais. Bah, il y a un peu ce truc aussi, c'est on a quand même pas genre 1 million de data sur nos prospects. ouais, Euh, En fait, globalement, la data la plus précise qu'on va avoir, c'est la base SIRET, mais en gros, le nombre d'employés, c'est pas fiable du tout. Le chiffre d'affaires, il est pas fiable et en plus, il est rempli à genre 2%. Euh, et on n'a pas trouvé non plus de trucs de différence entre villes et entre certaines villes ou le nord et le sud, entre villes et villages. On n'a pas identifié non plus de trucs extrêmement séparants dans ces personas. Donc c'est aussi ce manque de critères qui pourraient nous différencier les prospects qui fait qu'on n'a pas trop ça. mm, mm. Ok. Et j'avais une dernière question, donc Anne-Valérie, tu disais au début du webinaire que tu t'étais auto-formée. Mm. Est-ce que tu as des podcasts, blogs, ressources que tu nous recommandes? Ouais, donc oui, globalement, j'ai beaucoup lu, beaucoup écouté de podcasts et de vidéos, donc Grossmakers, Wild Marketer, la newsletter, grosse letter de Spendesk, Reforge, euh, et après, j'ai aussi essayé de rencontrer pas mal de gens qui faisaient de la grosse et qui étaient plus expérimentés que moi. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc au début, ça fait toujours un peu peur de dire n'importe quoi et de passer pour un idiot. Euh, donc ouais, et en gros, après, sur des sujets différents, je vais aller essayer de chercher des ressources spécifiques sur les sujets. Mais en fait, enfin, par exemple, Facebook, je me suis rendu compte que en étant une marketplace B2B, B2C sur des cibles pas hyper digitales et pas, enfin, on ne vise pas des head of growth ou des CMO qui ont les mêmes attentes en termes du X ou du I que nous. Euh, et en fait, la plupart des bonnes pratiques que j'ai lues dans les, dans les articles, etc., bah, ça fonctionnait pas du tout pour nous. Et en fait, c'était au contraire quand je commençais à faire un peu n'importe quoi ou aller un peu à l'opposé et tester mes propres bonnes pratiques que ça a commencé à beaucoup mieux fonctionner. Donc, je pense que c'est intéressant pour pour les process, pour la mentalité, pour même avoir un peu d'inspiration de là, la campagne de la bière, j'étais un peu inspiré par ce que faisait Guillaume Cabane sur, je sais plus, c'était avec Segment, où il y avait un chatbot qui demandait un café, ou est-ce que vous préférez le café ou le thé, et il livrait un café, et entre-temps, il lui proposait une démo. Euh, donc, il y a un peu c'est un peu plein d'inspiration, mais après, il faut se faire son propre truc, l'adapter à sa cible, et les bonnes pratiques d'une boîte sont pas du tout les bonnes pratiques d'une autre boîte, quoi. Et la plupart des bonnes pratiques, par exemple, sur Facebook Ads, sont surtout B2C. En fait, une marketplace B2B, B2C, c'est pas du tout pareil, et les bonnes pratiques sont pas du tout pareilles. Ok. Bah, je te remercie pour et bah voilà, tu as répondu à toutes les questions qui restaient. Mais en tout cas, merci. Ah, si j'en ai une dernière, excuse-moi, c'est la toute dernière. Est-ce que depuis les fails que tu as fait, tu fais une petite recherche terrain systématique? Ouais, je me force à le faire et j'encourage
toutes les personnes avec qui je bosse là, parce que, donc en gros, maintenant, j'ai l'acquisition surtout payante pour 9 pays, mais je leur donne aussi des conseils sur tous leurs autres canaux, et je les encourage à appeler leurs prospects à chaque fois qu'ils font des tests, à appeler. Et moi, quand je suis partie prenante d'un test aussi, j'essaye d'appeler. J'ai toujours la flemme, mais je me force à le faire parce que quand je le fais, à chaque fois, je me dis, bon, j'aurais dû le faire plus tôt et j'aurais dû le faire plus. Ok. Voilà, c'était enfin la dernière. Merci beaucoup Aurélien. Merci à tous les participants aussi et aux abonnés présents. Voilà, c'était notre premier webinaire de la rentrée dédié au Growth. Et nous, on va vous dire à bientôt. Dans les semaines à venir, on va avoir un nouvel bel événement. Donc voilà, merci Aurélien. Peut-être un dernier message à passer si tu en as. Si par hasard tu recrutes, ce genre de choses, n'hésite pas, c'est le moment. Alors, on recrute à fond dans tous les pays, dans à peu près tous les postes, et aussi dans l'équipe globale, donc il y a une équipe pas rattachée à un pays, mais qui bosse pour tous les pays, et qui est basée de n'importe quel bureau euh, où on est présent. Donc, enfin, vous pouvez bosser de Madrid ou de Paris. Donc voilà, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Si vous voulez candidater, ne passez pas par moi parce que pour des raisons RGPD, on ne peut pas gérer ça. Donc voilà. Super, Merci beaucoup à tous en tout cas, c'est tant mieux si ça vous a intéressé. ça C'était a cool plu. de le faire aussi. Merci beaucoup. À plus tard. Ouais, merci. Au revoir tout le monde.